Bonjour à tout le monde. Je vois qu'il y a déjà pas mal de gens de connectés. On va laisser une petite minute pour permettre aux autres personnes de nous rejoindre sur le webinaire. Merci à tous ceux qui sont là de nous avoir rejoints sur ce webinaire dans le thème « Mais pourquoi choisir le cloud privé pour héberger des données de santé sensibles ?» avec le retour d'expérience du groupe InDev, qui est leader dans l'imagerie médicale aujourd'hui. Pour le confort du webinaire, je vous informe que vos micros sont coupés, vous l'avez sûrement déjà remarqué. Et pour ceux qui n'auraient pas vu le petit chat, vous avez dans la petite fenêtre en bas à droite la possibilité de nous dire bonjour ou de nous poser des questions au fur et à mesure auxquelles nous répondrons à la fin du webinaire. On a un petit temps dédié pour ça, mais n'hésitez pas à nous solliciter à ce moment-là. Et je laisse du coup la place à Emmanuel qui va nous présenter le webinaire et l'animer pendant cette webinaire. Bonjour à toutes et à tous, je suis Emmanuelle Olivier-Paul, présidente et fondatrice d'Advaes, société de market intelligence et de conseil stratégique opérationnel spécialisée dans l'analyse des marchés du cloud computing et de la donnée, ainsi que des approches RSE et ESG des prestataires du numérique. J'ai pour mission d'animer ce webinaire, comme vient de le dire Aude, et de l'ouvrir sur quelques grands enjeux et tendances. Mais peut-être juste avant, pour cette session, j'ai aussi le plaisir d'accueillir à mes côtés Kevin DeVos, DSI de IMDev. Bonjour Kevin. Bonjour à tous. Frédéric Bretton-Meyer, président de IMDev et médecin radiologue. Bonjour Frédéric. Et Régis Karakosian, directeur service cloud de KDDI France. Bonjour Emmanuel. Avant de passer la main à nos invités, voici quelques éléments de cadrage concernant la protection des données hébergées et plus particulièrement les données qui sont liées aux données de santé, qui sont le cœur de notre sujet, les apports du cloud, les tendances et les enjeux pour le secteur de la santé plus particulièrement. Donc, vous agissez dans ce secteur-là, tous, à quelque niveau que ce soit. Alors, les données de santé constituent un enjeu clé à différentes échelles. Leur exploitation s'inscrit dans un contexte très particulier qui leur est propre par rapport à d'autres données et sur d'autres sujets sur lesquels Advaes est amené à travailler aussi en termes d'analyse. Donc, notamment, on les voit expliqués sur la partie gauche de ce slide. Déjà, c'est leur criticité, leur sensibilité qui leur sont très spécifiques. Sur un autre point aussi, c'est la dimension liée à la conformité réglementaire, puisque nous avons un certain nombre de réglementations qui sont liées à la donnée de manière générale, comme le RGPD par exemple, et d'autres qui vont être plus liées spécifiquement à la donnée, notamment le Code de la santé publique par exemple. L'ensemble de ces lois imposent notamment le secret médical et la confidentialité, ainsi que de l'hébergement certifié via des agréments ou des certifications comme HDS, notamment en France, un hébergement de données de santé. Une autre particularité, c'est l'augmentation croissante de leur volume à traiter. Et comme vous pouvez le voir en fait sur ce graphique, effectivement, la quantité des données de santé produites dans le monde est passée de 153 à 2314, très exactement, hexaoctets pour moi, même ce sont des dimensions des volumes qui sont difficiles en fait à percevoir. Donc ça, ce volume a évolué entre 2013 et 2020. Plus simplement, et c'est plus facile de comprendre le facteur, il a été multiplié par 15 sur ces 7 années, et surtout, c'est qu'il continue à croître et à croître de manière très significative. Donc, en parallèle, il y a l'intégration des innovations futures, notamment, donc on les voit un petit peu parmi quelques-unes d'entre elles sont citées, l'intelligence artificielle, le machine learning, tout ce qui va être aussi lié à la réalité augmentée dans le domaine médical, et puis les objets connectés qui sont la future, je dirais, l'accompagnement à l'autonomisation, notamment du patient. Donc, toutes ces innovations futures contribuent donc aussi à l'aide au diagnostic, à la dématérialisation des échanges entre professionnels de santé, mais aussi avec les patients et l'ensemble de l'écosystème qui est associé, la télémédecine et les échanges de données, donc comme je viens de l'évoquer précédemment, entre les professionnels. Donc les besoins en regard sont assez nombreux. On en a identifié 6 en fait chez Advaes, parmi là qui vous sont présentés sur la droite de ce slide. Bien sûr, lié à l'augmentation de ces données et à la confidentialité qui est associée, il y a une protection accrue qui doit y être associée
associés, notamment pour contrer les risques cyber. Je crois qu'un certain nombre d'événements ces derniers mois, voire ces dernières années, nous prouvent que ce sujet-là est crucial. Donc il faut garantir aussi leur confidentialité, leur protection. Et aussi toute la dimension qui est liée à leur intégrité, à la non-corruption, à la non-altération en fait de ces données. Et puis, comme on vient de voir, lié à l'augmentation des volumes, il faut savoir aussi pouvoir gérer les montées en charge, l'ajustement automatique des ressources en lien avec les nouvelles innovations, les innovations du futur, notamment si on regarde de l'apprentissage machine et de l'intelligence artificielle. Donc pour cela, il y a des traitements performants sur lesquels aujourd'hui le secteur de la santé doit s'appuyer et par des ressources en fait de compute ou de traitement informatique qui sont à l'état de l'art. Et bien entendu, il y a tout l'enjeu qui est lié à leur accessibilité, leur disponibilité en 24/7 et la résilience qui est associée. Sur l'ensemble de ces sujets-là, le cloud computing, par son modèle en fait très spécifique, je ne vais pas revenir sur les grandes bases du modèle du cloud en tant que tel, mais qui est un modèle, ce qu'on appelle de l'économie de la fonctionnalité, peut effectivement répondre à toute ou partie des enjeux que je viens d'évoquer. Je vais demander à Aude de passer juste à la slide suivante. Euh, pour pouvoir donc vous exprimer les apports du modèle du cloud qui sont en effet effectivement nombreux. Donc là, on va les identifier sur 5 grands axes en fait, qui sont les ressources de traitement, que je viens d'évoquer, et notamment aussi la possibilité offerte par les opérateurs spécialisés sur le sujet de mettre à disposition des ressources de réseau qui vont être à l'état de l'art et qui vont permettre en fait, d'accéder plus facilement, notamment à travers par exemple des solutions de type peering et autres, ou de réseaux de très très haut débit qui sont interconnectés en fait intersites, donc qui vont permettre effectivement aussi cette haute disponibilité et puis aussi de s'engager sur des niveaux de service et de disponibilité très élevés, sans doute supérieurs dans certains cas si on faisait effectivement soi-même en interne. Il y a la maîtrise aussi des coûts, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une visibilité qui va être apportée à travers des approches de type FinOps, mais aussi dans je dirais, la prédictibilité en fait, des ressources qui vont être utilisées et mises à disposition. La possibilité aussi de faire des réplications, que ce soit synchrone et asynchrone en fonction de la typologie effectivement des données qui sont concernées, mais pour cela aussi d'être accompagné sur de la sauvegarde différenciée pour pouvoir optimiser aussi la gestion en fait des sauvegardes qui y sont associées en conformité toujours avec la réglementation qui est en vigueur. Et puis aussi tirer parti aussi à ce niveau-là de l'intelligence en fait et des innovations futures, notamment de l'intelligence artificielle dans les opérations elles-mêmes en recourant à des solutions de type AI Ops ou Data Ops qui sont de plus en plus aussi demandées par les organisations. Alors, fort de ce contexte, Kevin, je me retourne vers vous. Je viens d'évoquer quelques grands enjeux en matière de données pour le secteur de la santé et les apports en fait, potentiels effectivement du cloud. Qu'en est-il du côté d'IMDev? Pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous avez fait le choix du modèle du cloud, vraiment spécifiquement, et peut-être revenir avant sur présenter la société et puis les missions au sein de la DSI, au sein de l'entreprise. Oui, oui, bonjour à toutes et tous. Je vous remercie tout d'abord de vous être connectés sur ce webinar. Je vais vous faire un petit retour d'expérience sur cette année passée en infrastructure as a service sur une offre de cloud privé KDDI. Je vais commencer par me présenter. Donc, je m'appelle Kevin Devos et je m'occupe de la DSI d'un groupe qui s'appelle Imagerie Développement. C'est une soixantaine aujourd'hui de plateformes d'imagerie sur le territoire national et c'est une structure à taille humaine. On représente aujourd'hui 700 salariés avec une majorité en Île-de-France. Notre métier, c'est donc de réaliser des examens d'imagerie médicale dont le diagnostic est souvent au cœur de la prise en charge des patients. Donc, c'est un secteur qui est particulier, car c'est un secteur qui est très technologique et qui fait face à des spécificités importantes. La première, c'est que nous générons et nous stockons de grosses quantités de données. L'image médicale, par définition, est une information volumineuse. Le deuxième, c'est que ces données sont des données personnelles, mais en plus de ça, ce sont des données de santé qui sont aujourd'hui parmi les plus convoitées dans le cadre de cyberattaques que l'on remarque de plus en plus fréquentes sur les établissements de santé ces dernières années. Et puis, on est dans un secteur où on a besoin de ressources, de compute, de stockage, tout simplement parce qu'on a des systèmes d'information qui sont de plus en plus complexes et qui interagissent de plus en plus avec l'écosystème de santé au global et qui sont épaulés aussi par des moteurs de rendu qui nécessitent de la performance et puis depuis quelques années, des moteurs d'intelligence artificielle qui demandent également de la ressource et de l'accès aux données.
Donc le contexte aujourd'hui, c'est qu'on est un groupe en croissance très énergique, et nous, à la DSI et à travers notre structure IT, on se doit d'accompagner cette croissance sans représenter un frein. Du coup, en intégrant des structures et des plateformes d'imagerie sur le territoire qui sont très différentes, avec des systèmes d'information qui sont souvent très hétérogènes, on doit être en mesure de nous adapter rapidement. Il faut donc être flexible et l'infrastructure, c'est un des points centraux sur lequel on doit travailler cette flexibilité. Et jusqu'à fin 2021, on était sur un data center on-premise que l'on hébergeait sur un de nos centres de production. Donc c'était un data center qui avait été construit 5 ans auparavant par Dell et Schneider Electric. Et puis, très rapidement, on s'est retrouvé, un petit peu avec les problématiques que les gens rencontrent sur du data center on-premise lorsqu'on est en situation de croissance forte. Les problématiques, j'en liste 3 là, mais qui sont celles que rencontrent, bien souvent les structures. Tout d'abord, c'est une MCO qui est devenue complexe et consommatrice en temps ressources, en temps humain sur les services IT. Vous devez maintenir les environnements, vous devez les superviser, vous devez effectuer les tests annuels de PRA ou de reprise d'activité et puis vous devez gérer les incidents et les pannes que vous allez rencontrer sur votre data center et son infrastructure. Le deuxième point, c'est la technique, c'est des infrastructures qui requièrent la plupart du temps maintenant des compétences avancées. On est dans des métiers et des secteurs d'experts. Du coup, il est difficile d'avoir et de conserver ces expertises au sein des cellules IT. Et puis le dernier point, c'est le financier. Hem, Lorsqu'on a une infrastructure on-premise, on a tendance à surprovisionner ou en tout cas à provisionner à la hausse les ressources que l'on n'utilise pas encore en prévision d'eux. Donc on a des difficultés à budgétiser le coût d'une infrastructure, système, avec des gestions de cycles de renouvellement qui sont compliquées à gérer, particulièrement dans l'imagerie, avec des services 24/24, 7/7, des grosses volumétries de données et il faut gérer ces cycles de renouvellement en mode projet. C'est consommateur de temps à nouveau pour les cellules IT et puis en situation de croissance forte, on a une problématique, c'est qu'on atteint souvent une obsolescence de l'infrastructure, plus rapidement que les cycles de renouvellement classiques des infras. Du coup, lorsqu'on fin 2021, pourquoi on s'est tourné vers le cloud, vers le cloud privé ou en tout cas l'infrastructure as a service? On avait 4 objectifs. D'abord, un objectif de performance. On a des applicatifs qui sont gourmands en compute et en stockage, notamment sur la partie IOPS. Donc on avait besoin d'une infrastructure dont la performance n'allait plus être un sujet au quotidien. On avait besoin de haute disponibilité. Alors la haute dispo, enfin, en tout cas, le taux de disponibilité, c'est ce qui reflète la qualité de votre data center et de son hébergeur, son infrastructure d'hébergement. Aujourd'hui, les hébergeurs sont capables de vous fournir des SLA autour de 99,99%. C'est moins d'une heure d'indispo à l'année. Et dans le secteur de la santé particulièrement, sur des établissements d'urgence, bah, vous avez besoin d'avoir des services aux patients et aux praticiens qui sont accessibles 24/24, 7/7. Et puis il y a 2 derniers aspects, la partie sauvegarde. Bah, lorsque vous êtes en infrastructure as a service, vous déchargez la responsabilité de la sauvegarde sur votre prestataire, c'est son métier et il se charge d'appliquer et de respecter les bonnes pratiques en matière de politique de rétention, de cryptage, de délocalisation, de cloisonnement logique. Et puis, c'est un petit peu la même chose pour la partie reprise d'activité ou continuité d'activité. Vous lui confiez cette responsabilité-là. Donc, vous incluez ces notions de PRA et de PCA dès la conception technique de l'offre. Et du coup, c'est le prestataire cloud qui se charge d'avoir une infra technique qui réponde à ces prérequis-là. Alors, comment on en est venu à choisir KDDI et à travailler, avec eux? Alors, la première étape, hein, ça a été d'écrire un cahier des charges de ce que l'on attendait sur une offre de cloud privé. Alors, on a quelques points, qui composent ce cahier des charges. Le premier, c'est que qui sera à mon avis, tout le monde sera d'accord là-dessus, c'est un data center ou des data centers souverains avec une certification hébergeur de données de santé. Hem, on a préféré choisir un hébergeur cloud qui était à la fois opérateur de data center. Pour le dire un petit peu vulgairement, ils ont les clés du camion, c'est-à-dire que l'hébergeur est capable, c'est la même entreprise qui opère le data center et du coup, ils ont les clés du camion. Ils peuvent accéder aux salles blanches, sans habilitation ou en tout cas, dépendant d'un autre prestataire. Ils interviennent dans la minute et puis on avait besoin d'une solution sur mesure, qu'elle soit dédiée ou mutualisée, mais en tout cas qui intégrait nos spécificités, nos contraintes de réseau. On est sur des interconnexions privées, on n'a aucune sortie publique, elle est uniquement sur le data center et puis on peut y intégrer nos équipements de sécurité, nos cœurs de réseau, nos bastions. On souhaitait avoir des data centers qui étaient points de présence opérateurs télécoms. Donc vous trouvez directement en cross connect sur le data center
du Orange, du SFR, du Bouygues. On souhaitait avoir un PRA ou un PCA sur plusieurs data centers avec une sortie internet unique et protégée directement opérateur. On voulait avoir un modèle économique clair qui était simple et maîtrisé avec un coût à l'unité d'œuvre, au CPU, à la mémoire, au giga de disque et puis bah, évidemment de l'équipe projet à taille humaine avec lequel on élabore cette offre technique et financière. Donc on a sélectionné, dans le monde du cloud et de l'infrastructure as a service, on a sélectionné 5 acteurs. On s'est imposé une visite des data centers qui étaient concernés par ces infrastructures cloud. C'est intéressant parce qu'on se rend compte que les choix technologiques et bah, les sensibilités de chaque acteur sont très différentes, très différents. Et puis on a élaboré avec chacun de ces 5 acteurs une offre technique et une offre financière en évitant au maximum d'avoir à faire des concessions sur la performance ou sur la redondance. Les éléments différenciants, là, lorsqu'on a choisi KDDI, bah, le premier, c'est que ils ont une approche par la compréhension de l'univers du client. La première chose qu'ils ont fait, ils sont venus visiter nos centres, ils se sont un petit peu imprégnés de notre univers de santé, de la criticité du domaine dans lequel on travaille. Ils ont réalisé des études fonctionnelles de notre système d'information, on a fait des réunions techniques très ciblées et puis, bah, KDDI opère ses propres data centers. Donc c'était un plus. C'est des équipes à taille humaine, il y a beaucoup d'énergie, beaucoup de compétences et puis ils ont une approche technique qui est intéressante. Ils ont des solutions techniques en stretch cluster, c'est-à-dire qu'ils étalent la production, du client sur plusieurs data centers. Ce qui fait qu'on ne se préoccupe pas de savoir où tourne notre prod, ce sera un data center 1 ou sur un data center 2. L'infrastructure s'adapte et puis ça amène ce choix technique-là amène du coup un PRA de manière native qui avec des particularités très proches d'un PCA. Donc dès la conception de l'offre, l'étude et l'accompagnement sur ce projet, on-premise ont pris, en préoccupation principale les sujets de migration parce qu'il s'agit pas d'avoir une infrastructure, cloud privée, il faut aussi migrer le on-premise vers l'offre cloud. Alors, le retour d'expérience après 1 an d'utilisation de ce IaaS, il est positif, bien sûr. La migration, qui avait été planifiée au départ sur 6 mois, s'est déroulée en réalité en un tout petit peu moins de 4 mois. On a effectué une bascule au fil de l'eau, on a minimisé les pertes de service et ça a été possible grâce à une infrastructure IaaS qui s'intègre parfaitement dans l'infrastructure réseau, du groupe. On a une infrastructure aujourd'hui performante. On ne se pose plus trop de questions. Les CPU ne saturent plus. Les stockages répondent avec un nombre d'IOPS qui est tout simplement hallucinant parce que les choix techniques qui sont faits derrière sont des choix qualitatifs à la manière d'un hébergeur de data center et d'offre cloud. Ça met parfois même en lumière des lenteurs applicatives que l'on aurait pu par le passé impacter aux infras de stockage ou serveurs. Et puis du coup, aujourd'hui, les sujets de la performance n'est plus un sujet dans notre quotidien. L'infrastructure s'adapte. Lorsque vous avez, et on le voit, une charge globale de votre infrastructure qui atteint les 60 ou 70 bah, vous avez votre hébergeur, qui s'occupe de rajouter des hosts dans la ferme pour faire baisser cette charge et vous vous occupez globalement de rien. On a gagné en souplesse, c'est de la ressource extensible à la demande. Que vous ayez un besoin ponctuel ou durable, en fait, l'infrastructure, bah, est flex. Vous avez besoin de CPU, de téraoctets de stockage, ça s'adapte. Ils sont à dispo. Chose importante aussi, lorsqu'on est arrivé au bout de on est passé en offre, cloud, le 20 de notre infrastructure on-premise n'était pas, sur un cycle de renouvellement. Donc en fait, c'est des équipements de stockage et de serveurs qui étaient encore valables et on les a déplacés en housing chez Telehouse, juste, à côté de l'offre, cloud. Donc on a déplacé notre matériel on-premise directement, bah, chez Telehouse. On loue une demi-baie et ils sont interconnectés à notre réseau d'entreprise et on bénéficie par contre de toute la sécurité électrique, thermique du data center KDDI Telehouse. Alors, avec un peu de recul sur ces 1 an, est-ce qu'on a eu, des incidents? Bah, la réponse est oui, bien sûr, on a eu des incidents, on est dans le monde de l'IT malheureusement et ça arrive. Ce que l'on juge, nous, c'est la capacité à répondre des prestataires. On a toujours été accompagnés, pour le coup, KDDI, c'est un prestataire qui travaille à vos côtés, qui sait mobiliser ses ressources en HNO sans jamais vous évoquer une quelconque contrainte financière ou contractuelle. Il y a une très bonne communication à la DSI, mais à la fois à la direction. On assume sa part de responsabilité, chacun. Donc
Malgré ces petits incidents sur des pertes partielles ou même une fois totale de production, en fait, le bilan est plutôt très positif. On a un support 24/24 qui répond à toute heure, expérience vécue au sein de notre DSI, un besoin de régénérer une machine virtuelle à 1 heure du matin, puisque une mise à jour Windows a fait planter un système critique. 40 minutes après, vous avez votre VM qui est restauré et il est 1 heure et demie du matin. Si j'avais 2 points positifs à faire ressortir, d'une bascule en offre, as a service cloud privé, c'est que déjà au sein de la DSI, c'est le retour du temps alloué au métier. On a été libéré de la MCO de l'infrastructure qui avait tendance à être gourmande en temps et du coup, c'est du temps qu'on a pu allouer sur des projets d'entreprise métiers à valeur ajoutée. Autant on n'a aucune valeur ajoutée, nous, DSI et cellules IT, à s'occuper d'infrastructures, autant sur des projets d'entreprise, c'est important. Et puis surtout, aujourd'hui, on est dans des modèles financiers qui sont maîtrisés, c'est de la dépense d'exploitation. On est en OPEX, les directeurs administratifs et financiers aiment ça. On est capable d'attribuer, un budget à l'euro près à chaque entité juridique parce qu'on sait ce qu'elle consomme en termes de CPU, de mémoire et de disques. Donc le bilan sur cette année passée est plutôt positif et c'est un sujet qui s'étudie. C'est l'étude d'une bascule cloud nous a pris peut-être une bonne année, mais aujourd'hui, après 1 an, le retour d'expérience est positif. Merci Kevin pour votre retour d'expérience côté DSI, très détaillé, qui reprend d'ailleurs les tendances qu'on a évoquées, les enjeux. On est vraiment en phase, je crois, sur le sujet. Je me retourne vers Frédéric maintenant en tant que dirigeant et radiologue utilisateur des applications hébergées. Alors, quelles ont été vos raisons du côté métier, celles qui vous ont poussé à faire aussi le choix de ce modèle du cloud, puisque vous avez travaillé de concert avec Kevin, et puis bien sûr aussi de KDDI France dans la continuité. Vraiment, si vous pouvez nous exposer votre vue métier, je vous passe la main, de Frédéric pour l'exposer. Problème de micro. Frédéric, vous êtes en mute, je ne sais pas si vous nous entendez. Bon. Oui. Ça devrait être bon. Oui, excusez-moi, bonjour. Je disais que mon métier de base, c'est radiologue. Je suis toujours radiologue exerçant. Donc, ce qu'il faut quand même savoir, c'est que la tolérance à la panne des radiologues est proche actuellement de 1 minute 30, 2 minutes. Que moi, en tant que chef d'entreprise, j'ai des choix à faire. Ma plus grosse crainte au quotidien, c'est la cybersécurité. C'est d'avoir mes 25 sites potentiellement dans le noir, de ne pas pouvoir travailler. Parce que si on n'a pas d'informatique, ben, malheureusement, on a les patients devant nous, mais on ne peut plus travailler. On ne peut plus communiquer avec nos scanners, nos IRM, on ne peut plus communiquer avec nos échographes, et malheureusement, on ne peut plus travailler. Donc, en discutant avec Kevin, un jour, à l'occasion de renouvellement des serveurs de notre salle serveur, qui n'était pas réellement une vraie salle serveur, parce que si vous allez voir chez tous les radiologues de France, les vraies salles serveurs sécurisées, à mon avis, ça n'existe pas. Après avoir visité KDDI, voilà, on ne peut pas avoir l'équivalent. Nous, en hébergé chez nous, c'est pas possible. Donc quelque part, il fallait renouveler l'ensemble du matériel. Comme l'a dit Kevin, c'est de plus en plus compliqué d'un point de vue technique, c'est de plus en plus compliqué d'un point de vue de temps, c'est de plus en plus compliqué d'un point de vue sécurité. Donc quelque part, il fallait opérer ce choix. Ce qui nous faisait un petit peu peur au début, c'était la volumétrie, parce qu'on a énormément de données et on en génère de plus en plus. Les machines génèrent de plus en plus de données avec de plus en plus de coupes, de plus en plus de terras. Donc, il fallait trouver une solution et financièrement, effectivement, on a acheté des terrains supplémentaires qu'on n'utilisait pas forcément. Donc, d'un point de vue économique, ce n'était pas forcément pertinent. Donc, pourquoi passer dans le cloud? Du jour au lendemain, après avoir fait l'étude, après que Kevin ait pu faire l'étude des différentes possibilités, on était déjà depuis un certain temps, on avait fait les études, ce n'était pas forcément abouti. Mais il fallait aussi qu'on sécurise notre DSI et qu'on l'accompagne dans le confort d'utilisation, parce que
Je les ai déjà accompagnés plusieurs fois des nuits entières à bosser sur des serveurs la nuit, à travailler sur des sujets sur lesquels ils n'étaient pas forcément très opérationnels. Ça devenait de plus en plus compliqué. Donc, quelque part, il fallait passer dans le cloud. Donc, passer dans le cloud, c'est pas tout. Après, il faut trouver le bon interlocuteur. Et donc, ça, c'est le métier de Kevin, d'aller voir les uns et les autres, de visiter les data centers et surtout de faire des réunions de cadrage pour que les gens nous connaissent et savent exactement de quoi on a besoin. Donc, ce qui a été intéressant chez KDDI, donc moi, avant que la première fois que je puisse voir KDDI, je crois qu'ils avaient déjà fait entre 20 et 25 réunions. Donc, vous voyez, c'était déjà un peu abouti. Donc, quelque part, c'est cette entreprise à taille humaine hyper spécialisée avec un site dans le 11e qui est quand même assez bluffant. Quand on est dans la rue, on n'a pas l'impression d'avoir un data center de l'autre côté de la porte. Et quand je dis data center, c'est vraiment hyper impressionnant. Donc, nous, grosse entreprise d'imagerie, on a besoin de sécurité, on a besoin d'avoir une technique fiable parce que tout est lié et d'avoir un modèle économique qui soit assez prévisible pour le coup quand on rajoute des sites, quand on rajoute des serveurs, quand on rajoute de la data, on sait à distance combien ça va nous coûter. Est-ce que c'est potentiellement peut-être un petit peu plus cher que la formule hébergée chez nous, mais le confort n'a pas de prix. Quelque part, le confort et la sécurité n'a pas de prix. Donc ça, pour nous, le financier n'a pas été un point hyper important. Le point important, c'est la continuité de service et c'est la tranquillité au quotidien. Après, comme l'a dit Kevin, on passe peut-être un peu plus de temps sur nos applicatifs parce qu'on s'aperçoit que nos applicatifs ne sont pas aussi performants qu'on le souhaiterait de temps en temps et que ce qu'on pensait être des lenteurs réseau ou des lenteurs serveurs auparavant, c'est des lenteurs de nos applications avec lesquelles on travaille. Donc voilà, on a quand même beaucoup moins de problèmes au quotidien depuis qu'on est chez KDDI, beaucoup moins de lenteurs réseau, même si on avait déjà des fibres privées sur tous nos sites auparavant. On a quand même énormément gagné en confort et un radiologue confortable, c'est un radiologue rentable. Donc voilà, donc le point de vue du dirigeant, c'est de faire confiance à son équipe DSI et puis c'est sûr que c'est des gros budgets, mais je pense que la sécurité des données de santé, ça n'a pas de prix. Parce que si on avait vraiment un problème, alors on est à l'abri de rien, bien évidemment, hein. On fait des études régulièrement, mais si on est vraiment attaqué, on peut fermer l'entreprise à terme. Donc il faut se donner tous les moyens pour avancer et travailler. Et je pense qu'avec KDDI, on a trouvé le bon interlocuteur. En tout cas, moi, j'ai pas de nouvelles régulières. C'est vraiment pas un sujet de gestion au quotidien pour moi et ça prouve que ça marche bien pour le coup. Ok, moi je voulais juste remercier Frédéric et Kevin de ce beau témoignage. Nous, on a vraiment plaisir à travailler au quotidien avec eux. Comme l'a souligné Kevin pendant sa présentation, effectivement, ce qui est important pour KDDI, c'est de bien connaître les enjeux métiers de nos clients. Donc, c'est pour ça qu'on aime bien faire le premier rendez-vous chez un client pour effectivement comprendre qu'on ne va pas juste héberger des machines virtuelles dans nos infrastructures, c'est qu'on va vraiment gérer des applications et puis qu'il y a des utilisateurs qui utilisent justement ces applications et dans le cas de GameDev, ce sont des patients, donc la criticité est très forte. Encore un grand merci Frédéric et Kevin pour ce témoignage. Merci également à tout le monde pour leur présence. Comme il reste peu de temps, je vais vite me taire et laisser le temps pour répondre aux questions qu'on a eues sur le chat. Merci Régis. Effectivement, on a quelques questions qui vont être sans doute plus pour Kevin. Donc, il y a une première, c'est sur le modèle économique. Donc, peut-être aussi, ça peut être partagé avec la DTI d'ailleurs. Hein. Y a-t-il une unité de stockage en local pour un accès immédiat aux antériorités? Je suppose antériorité des résultats, peut-être, d'imagerie. Oui. Du coup, la particularité, alors les offres KDDI, le choix technique qui a été fait, c'est de la baie déjà pure storage. Donc déjà, vous êtes sur du matériel
plutôt haut de gamme. Et ils ont une particularité, c'est ce qu'ils appellent le stretch cluster, c'est que vous avez plusieurs data centers et en fait, le stockage, qui est local à chaque data center, est vu comme une unité aux yeux de toute l'infrastructure, qu'elle soit étalée sur un, deux ou trois data centers. En fait, vous avez un stretch cluster et vous ne vous posez pas la question de où est la donnée. En fait, ils sont répliqués synchrones. Ça amène une redondance forte du coup parce que ça vous permet d'avoir du PRA proche du PCA au redémarrage près d'une VM lorsqu'elle perdrait éventuellement un stockage. Mais en tout cas, chaque unité de stockage est locale, mais elle est vue comme une globalité aux yeux de tous les data centers. Je ne sais pas si je réponds bien à la question, mais c'est ma compréhension en tout cas. Il y a d'autres questions, il y a pas mal de questions. Je pense qu'on n'aura peut-être pas le temps de tout évoquer, mais KDDI se fera un plaisir de revenir vers vous. Il y a une question de deux personnes, mais qu'on peut peut-être, je dirais, regrouper. Quel est le surcoût financier par rapport à du matériel on-premise et quel est le budget mensuel environ? Je vais répondre communiquer. Oui. Non, alors c'est difficile parce que le budget mensuel dépend typiquement de ce que vous avez à héberger, du nombre de VM, du nombre de ressources de compute, de stockage que vous avez. Donc là, il y a un modèle économique qui est dépendant de la consommation. Enfin, pas de la consommation, mais en tout cas de l'utilisation. Par contre, quel est le surcoût par rapport à du on-premise? Alors, il faut tout intégrer, c'est-à-dire qu'il faut intégrer le temps de votre cellule IT qui est consacrée à l'infrastructure, à la MCO autour de ce que vous hébergez en on-premise versus à l'époque, on était quasi à l'équilibre quand on avait calculé le coût humain, le coût des infras. Et puis aujourd'hui, avec la hausse du coût de l'électricité, il faut être honnête, les modèles ont, je ne sais pas si les modèles ont tendance à s'inverser complètement, mais en tout cas, dans toutes les études que moi je fais aujourd'hui entre une infra on-premise pour des groupes, par exemple, ou des entités de radiologie que l'on reprendrait, entre des serveurs locaux, entre le coût du matériel et sa consommation électrique sur son cycle de vie qui est de 5 ans pour des serveurs, 7 ans pour des stockages, en fait, on a tendance à être à l'équilibre avec une offre cloud. Donc ça, c'est un mode. Les hausses électriques récentes, en fait, ont tendance à favoriser les modèles. C'est mon analyse aujourd'hui, à favoriser les modèles cloud. Ça rejoint, c'est d'autres analyses qu'on fait chez Advaes, mais ça rejoint votre commentaire, Kevin, qu'on a. Et effectivement, on est dans un contexte aujourd'hui très, très spécifique. Alors, d'autres, sur le sujet de l'énergie notamment. Avez-vous consulté des hébergeurs spécialisés dans la santé, plus particulièrement? Alors, oui, 1 dans les 5. Et en fait, c'est vrai qu'on s'est plutôt orienté vers des hébergeurs qui n'étaient pas particulièrement, ou en tout cas qui ne faisaient pas que de la santé. L'idée, c'est de ne pas rentrer dans un modèle économique qui était pas forcément, qui nous convenait pas forcément à nous. On préférait avoir un hébergeur qui était, j'ai envie de dire, plutôt générique, qui traitait évidemment la santé, mais pas que, d'autres acteurs également, pour que le business model qui a été élaboré soit pas un business model santé qui nous sont la plupart du temps à nous, imagerie, défavorables, parce qu'on a des spécificités qui sont qui dépendent vraiment de notre activité, de notre secteur d'imagerie médicale, particulièrement la volumétrie des données que l'on traite et le besoin d'accès et de performance à cette donnée. Et on est l'acteur médical, je pense, le seul à avoir cette spécificité qui est assez forte. Et les modèles économiques autour de la santé ne sont pas forcément toujours adaptés. Donc, en fait, le choix d'un hébergeur en dehors du milieu de la santé, ou en tout cas qui n'a pas, qui ne fait pas que de la santé, était aussi un petit peu visé. Alors, j'ai posé une dernière question. Il y en a d'autres. Je pense que là, on a un petit peu débordé. Pourquoi pas un cloud public, ça, c'est ça, ouais. Oui, ou le choix du IaaS versus le PaaS. Je pense qu'après, ce qu'on va prendre, on les récupérera et on vous les restituera. Je pense que ce sera la meilleure solution pour continuer un peu après, effectivement, ce webinaire qui est très riche. Peut-être donc dernière question pour vous, Kevin, mais effectivement, vous l'avez sous les yeux. Choix du IaaS versus PaaS. Peut-être là, c'est peut-être pas tout ça. Est-ce que vous envisagez peut-être du PaaS? Je ne sais pas comment où ça en est. De la plateforme. Alors, oui, alors on a aussi pourquoi aussi pas du cloud public et plutôt du cloud privé avec des spécificités fortes. Déjà, on a des systèmes d'information qui sont très hétérogènes, avec des technologies un peu hétérogènes. C'est pas forcément adapté à du cloud public, pardon, ou de la plateforme as a service. Et en fait, ces spécificités, alors on en est peut-être à la première étape, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut bien transformer les mondes, c'est-à-dire on passe de l'on-premise au cloud privé, on passe par de l'infrastructure as a service, peut-être qu'un jour on fera de la plateforme as a service, ou peut-être qu'un jour on fera du cloud public, sauf qu'aujourd'hui, on a des systèmes qui sont très hétérogènes, beaucoup de technologies
différentes, des éditeurs qui travaillent de manière très différente, des petits, des gros. Donc on est obligé d'avoir quelque chose qui soit assez souple et flexible. Je vois une question aussi qui est importante, Cadeli n'est pas HDS, bien sûr que si, ils sont HDS, mais ils ne font pas que du HDS, mais ils sont HDS. Ils viennent de le Euh, préciser d'ailleurs. Ouais, pas de report de coût de l'énergie dans la facturation Cadeli. En fait, avec un acteur du cloud privé, vous signez des contrats et des engagements avec des tarifs qui sont négociés et pour autant figés sur la période d'engagement. Donc en fait, vous avez une hausse du coût de l'énergie, tant pis pour KDDI, c'est pas de bol-pol, mais en tout cas, pour nous, le coût de l'unité d'œuvre, il est maintenu. Et c'est vrai que quand on prend le coût d'une salle serveur sur un établissement de santé, enfin nous pour le coup avec de la redondance thermique, de la redondance électrique, quand vous avez calculé ce que consomment vos clims ou vos systèmes de refroidissement de data center et la consommation de vos baies de stockage, de vos disques et puis de vos serveurs, vous calculez ça sur l'année et puis sur les 7 ans d'un cycle de renouvellement, c'est une belle enveloppe. Alors, je vais être obligé de finir en fait sur le webinaire parce que là on arrive à 5 minutes après, au-delà effectivement qu'on avait prévu pour si les auditeurs et les auditrices ont d'autres engagements en fait par ailleurs sur le sujet du point de l'énergie. Il faut savoir qu'aussi tous ces grands acteurs qui fournissent et avec qui vous travaillez ont aussi des contrats négociés auprès d'opérateurs, d'énergéticiens, ce qui permet d'avoir une visibilité et en général sur des engagements qu'ils ont sur plusieurs années, qui est beaucoup plus difficile à faire au niveau d'une entreprise. Alors, merci beaucoup, Kevin, Frédéric et Régis pour ce riche échange sur le sujet. Donc, comme je l'ai dit, j'invite à revenir vers les équipes de KDDI France si vous avez d'autres questions complémentaires. Les équipes de KDDI se feront un plaisir, bien sûr, d'y répondre. Merci à toutes et à tous pour votre attention et je vous souhaite une excellente fin de journée. Sur un autre sujet, je l'espère. Merci à tout le monde. Merci à tout le monde. Au revoir. Merci.